Salut tout le monde! Le 15 avril 2016, le Conseil d'État français a annulé l'interdiction de commercialiser le maïs Mont 810, un maïs OGM. Bon, ça ne change pas grand-chose puisqu'en 2014, une loi a été passée qui ne permettait pas l'utilisation de maïs OGM en France. Toujours est-il que les OGM suscitent un très gros débat, et pas qu'à l'échelle de la France, mais à l'échelle mondiale. Mais au final, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est un OGM? Bon, on va regarder ça ensemble. C'est parti! Je ne vous apprends certainement rien, mais OGM signifie organisme génétiquement modifié. Alors, ça signifie qu'on a modifié le génome d'un organisme, qui peut être une plante, un animal, une bactérie, et j'en passe. Et bon, globalement, nous on entend surtout parler des plantes, hein, on va pas se le cacher, en particulier du maïs, susceptible de finir dans nos assiettes. Il ne sera donc pas question dans cette vidéo de parler de ce cas particulier-là, ni de celui-là d'ailleurs. Pour commencer, il faut comprendre pourquoi on va faire un OGM. Et pour l'exemple, on va utiliser le maïs 810 du coup, parce que c'est plus réaliste et c'est relativement d'actualité. Imaginez que vous êtes un agriculteur, ou un industriel qui veut se faire plein de fric. Ah, attendez. On va partir d'un principe là. Moi, je vais essayer de rester le plus objectif possible par rapport à la thématique. Ça va pas être spécialement évident, je pense, mais on va essayer. Parce que j'essaie de vous donner un aperçu de la thématique OGM. Mais vous êtes libre de vous écharper joyeusement dans les commentaires. Allez-y, c'est fait pour. Bref, reprenons. Vous êtes un agriculteur. Et votre champ est attaqué par des insectes ravageurs, ici c'est la pyrale du maïs. Évidemment, cela peut vous poser un problème de rendement et donc faire un trou dans votre budget. Du coup, il peut être pratique d'avoir une culture de maïs qui va résister à l'agression de l'insecte. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas du maïs Mont 810, qui résiste donc à la pyrale du maïs, plus exactement à sa chenille, puisque c'est un lépidoptère, un papillon si vous préférez, et le maïs Mont 810 en plus a d'autres cibles comme la noctuelle. Évidemment, on peut envisager d'autres cas de figure, parce qu'il n'y a pas que le maïs 810 qui existe. On peut modifier le génome pour résister à la sécheresse par exemple, ou bien à l'application d'un produit chimique. On va prendre un exemple. Votre champ de maïs est couvert de mauvaises herbes. Bon, on ne dit pas de mauvaises herbes normalement, on dit plutôt adventice, une plante adventice. C'est-à-dire une plante qui va gêner l'agriculteur pour sa culture, puisque les adventices vont rentrer en compétition avec son maïs, il va perdre du rendement, etc. Toujours est-il que dans un maïs conventionnel, ici, si on met l'herbicide partout dans le champ, les adventices vont mourir, mais le maïs aussi, ce qui fait que c'est pas super utile. Avec un maïs OGM qui va résister à cet herbicide, il va donc rester en vie, et seules les mauvaises herbes seront touchées. Vous vous en doutez, il existe plein d'autres exemples, je ne vais pas tous les énoncer ici, surtout qu'il n'y en a pas que chez les plantes, bien sûr. Là, il s'agit surtout de comprendre le principe. Et en parlant de principe, on va essayer de regarder comment on fabrique un OGM. Pour faire un OGM, il nous faut un gène d'intérêt. Alors un gène d'intérêt, c'est un gène qui nous intéresse, il faut l'identifier. Dans le cas du maïs Mont 810, c'est celui qui permet de tuer la pyrale du maïs. Et le truc un petit peu fou là-dedans, c'est que ce gène est initialement issu d'une bactérie qui produit donc naturellement un insecticide, la toxine. Alors petit instant jargon génétique, on dit plus précisément que le gène code pour une toxine. En fait, ça signifie qu'à la suite de mécanismes assez complexes, qu'on ne va pas décrire ici, on obtient la toxine à partir du gène. Alors, cette toxine, c'est une protéine, donc ça peut être toute autre chose, une enzyme, etc. Et on dit aussi, encore pour du vocabulaire, que le gène de la toxine s'exprime. Voilà, vous savez tout. Une fois qu'on a identifié notre gène d'intérêt, et avant de pouvoir le mettre dans un organisme cible, on va vouloir en faire plein de copies. Et pour ça, on va utiliser un plasmide. Un plasmide est une toute petite séquence d'ADN qui est circulaire. En fait, elle se trouve normalement dans les bactéries, en plus de la grosse molécule d'ADN qu'on trouve dans les bactéries du coup. En fait, c'est une sorte d'ADN portatif. Le plasmide étant une séquence d'ADN de petite taille, c'est plus facile de travailler dessus, et on peut y insérer le gène qui nous intéresse. Par exemple, le gène qui va coder pour la toxine tuant la pyrale du maïs. Ensuite, il suffit de mettre le plasmide dans une bactérie. On choisit souvent Escherichia coli parce que c'est une bactérie qui se reproduit très vite, elle est donc très utilisée en laboratoire. Au bout du compte, on va obtenir plein de bactéries identiques qui porteront toutes le plasmide, puisque le plasmide étant de l'ADN, il se transmet également aux bactéries filles. On a donc réussi à mettre nos gènes d'intérêt à l'intérieur du plasmide.
Ceci étant dit, c'est assez loin d'être fini. Il existe 3 méthodes maintenant pour réussir à mettre ce plasmide à l'intérieur des cellules cibles. En l'occurrence, toujours pour l'exemple, les cellules du maïs. Pour cette première méthode, on utilise la bactérie Agrobacterium tumefaciens. C'est pas moi qui choisis les noms, je suis désolé. Elle a un super pouvoir, elle sait introduire de l'ADN dans le génome des plantes. Oui, parce que les bactéries ne s'en prennent pas qu'à nous, elles s'en prennent aussi aux plantes. Par un procédé que je ne vais pas décrire parce que ça va bien, on fait passer les plasmides de nos Escherichia coli, souvenez-vous c'était pour faire multiplier les plasmides, aux bactéries Agrobacterium machin truc. Ensuite on met en culture notre bactérie Agrobacterium avec du tissu végétal, en gros avec des cellules végétales quoi. La bactérie va alors utiliser son super pouvoir et transmettre de l'ADN, soit le plasmide, au tissu végétal. Servez, c'est prêt. Cette technique est plus simple à comprendre. On prend nos plasmides, qui ont toujours le gène d'intérêt à l'intérieur, et on les met sur des petites billes en métal, qui sont en fait les munitions. Les munitions pour le canon biolistique. Ensuite, on utilise le canon biolistique pour tirer sur des tissus végétaux, et en gros, ça va frapper les cellules et faire rentrer à l'intérieur les plasmides. Et ça, c'est certainement la technique la plus badass que j'ai jamais vue. J'aime bien. C'est une technique également relativement simple à comprendre. En fait, on prend les cellules, et puis les plasmides, on met tout ça dans un mélange, et puis on fait passer un grand courant électrique, ce qu'on appelle l'électroporation. Et en fait, le principe, c'est que l'électricité va dilater les pores des membranes de la cellule, et du coup, le plasmide va pouvoir rentrer. Tout simplement. C'est tout en délicatesse. Alors c'est pas tout à fait fini, puisque maintenant, on va devoir mettre en culture les cellules végétales qui ont intégré le plasmide, et c'est des cellules assez particulières, ce qui fait qu'à terme, à partir de ces cultures, on va pouvoir obtenir une plante adulte. Comme je le disais, tout cela fait vraiment beaucoup de débats. En plus, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, du coup c'est vraiment difficile de se faire un avis finalement objectif sur la question. Bref, je vais essayer de vous donner un léger aperçu. Et on va commencer par parler de M. Gilles-Éric Seralini, qui en 2012 a publié une étude sur les OGM. En fait, il a fait manger pendant 2 ans de la nourriture OGM à des rats, et il a constaté que ceux-ci avaient contracté des tumeurs assez importantes. Cette publication a fait beaucoup de bruit, on en a même entendu parler à la télé pendant plusieurs jours. Il se trouve qu'elle a été également très critiquée, notamment concernant les statistiques employées. Alors il faut savoir que quand on fait une expérience, on obtient des chiffres, ou pas, mais on a des données en tout cas. Et ces données, on les met en forme grâce à un test statistique qui constitue une sorte de preuve mathématique, si vous voulez, et qui permet de répondre à la question qu'on se pose au départ, là en l'occurrence, est-ce que le maïs OGM est nocif? Bref, entre autres critiques, on a aussi trouvé le choix des rats qui n'était pas judicieux parce qu'ils développaient naturellement des tumeurs. Alors Seralini a répondu à ses détracteurs, vous trouverez un lien dans la description où on voit les réponses, les critiques, etc. Ça résume très bien, c'est très court et c'est suffisant. Et pour ma part, j'aimerais dire que quand même l'un des points importants de cette publication, c'est qu'elle s'est déroulée sur du long terme, c'est-à-dire qu'il a fait manger des OGM à des rats pendant 2 ans. Et plus c'est sur du long terme, mieux c'est. On part du principe qu'on s'en rendra quand même mieux compte de la situation. Évidemment, il existe plein d'arguments qui suggèrent un danger venant des OGM. Alors, parmi eux, par exemple, on peut citer le fait que si un OGM peut se reproduire, eh bien, il peut transmettre son génome modifié à ses descendants. Il faut se rendre compte que d'un pays à l'autre, les lois changent, et qu'un pays voisin peut tout à fait bien cultiver des OGM. D'où le risque qu'il y ait une transmission de pollen d'une plante OGM à une plante non OGM. Alors bien sûr, ça rentre en ligne de compte si la plante OGM n'est pas stérile. On peut donc se demander s'il n'y a pas un risque que ces génomes modifiés se transmettent carrément à d'autres espèces. Ça arrive chez les plantes, ça s'appelle l'hybridation. Alors, pour prendre un exemple, imaginez que vous ayez une plante adventice, souvenez-vous, ça veut dire mauvaise herbe. Eh bien, imaginez que ce génome modifié qui code pour une résistance à un herbicide passe dans le génome de la plante adventice. Eh bien, forcément, ça va poser problème parce que du coup, elle va résister à l'application de l'herbicide. Du coup, toute cette science n'aura servi à rien. Il faut bien se rendre compte que nous, les humains, nous ne sommes pas les seuls concernés dans l'histoire. Il y a aussi les papillons. Dans le cas du maïs Mont 810, par exemple, il s'en prend à la pyrale du maïs. Bon, qu'est-ce qui dit que d'autres espèces de papillons ne sont pas touchées? Bon, il y a des études là-dessus,
Et la dernière en date, la plus éloquente, on va dire, dit que c'est kiff-kiff avec l'utilisation d'un pesticide conventionnel qu'on balance sur un champ. Alors même si je comprends tout à fait que certains d'entre vous pensent qu'on joue totalement aux apprentis sorciers, on va quand même essayer de nuancer un petit peu, puisque le but c'est de donner un aperçu. Alors les OGM, c'est pas seulement des choses qui finissent dans nos assiettes, hein, voilà. Ça peut être aussi des choses qui produisent de l'insuline par exemple. Effectivement, on a pris le gène humain qui code pour l'insuline et on l'a mis dans une bactérie. Et ça produit de l'insuline. Pour les diabétiques, il faut dire que c'est quand même pas mal, quoi. Aussi, à partir d'OGM, notamment des levures, on peut créer des vaccins. Avec des levures, en fait, on peut faire le vaccin contre l'hépatite B. Voilà. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Là aussi, vous vous en doutez, il y a plein d'arguments qui vont dans le sens des OGM. Alors, parmi eux, il y a des arguments plutôt économiques, de rendement, etc., vous vous en doutez, mais aussi environnementaux, comme la réduction de la pollution due aux pesticides et aux engrais. Effectivement, si votre maïs OGM, par exemple, il résiste à la pyrale du maïs, on va reprendre le 810, eh bien, l'agriculteur n'a pas besoin d'utiliser un produit chimique qui va déverser sur son champ, forcément. Pour terminer, je dirais que vous allez trouver des arguments anti-OGM, pro-OGM, certainement autant de chaque côté. C'est assez difficile de se faire un avis. J'espère que la vidéo vous a aidé à vous faire un début d'avis. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. C'était pas spécialement évident de ne pas favoriser un camp ou l'autre. Bref, l'important surtout dans votre démarche, c'est de toujours prendre du recul par rapport à ce que vous voyez et par rapport à ce que vous lisez, y compris ce que je dis moi d'ailleurs. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, dans des sujets aussi controversés que les OGM, il est très rare de vraiment trouver une source parfaitement objective. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, quoi. Et puis il y a le pouce bleu, vous pouvez taper dessus aussi. J'ai un compte Twitter et un compte Facebook, alors il y a quelque part ici, vous pouvez pouvoir cliquer, je ne sais pas où. Bref, je vous remercie encore, et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.